Question un peu généraliste sur la finance, est-ce que vous savez ce que c'est l'inflation? Est-ce que tu connais ce que c'est un ETF ou pas trop? Non mais c'est dans rien. Si vous devez me citer 3 milliardaires, est-ce que vous aurez 3 noms à me donner? Et est-ce que avant t'as déjà eu des expériences professionnelles ou pas? Le métavers, c'est les tableaux bizarres là. HEC Paris, la meilleure école de commerce en France et l'une des meilleures écoles de commerce en Europe. Le salariat sorti après un master à HEC Paris est de 68 000 €, et après un MBA c'est de 130 000 €. Et beaucoup de grandes figures politiques et économiques sont sorties de l'école, avec des personnalités comme François-Henri Pinault, Serge Dassault ou François Hollande. Et aujourd'hui on va poser des questions de finance, d'éducation financière aux étudiants d'HEC, donc normalement ça devrait pas trop leur poser de problème, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va voir à quel point ils arrivent à répondre correctement à nos questions. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de revenir à HEC Paris pour la première fois après ma remise de diplôme pour poser des questions de base en finance aux étudiants d'HEC. Hello, est-ce que tu peux te présenter, me dire ton prénom et qu'est-ce que tu fais à HEC Paris? Moi je m'appelle Noé. Moi c'est Jules. Moi je m'appelle Jacques. Aussi Alexandre. Moi je m'appelle Achille. Moi je m'appelle Arnaud. Arthur. Je m'appelle Alexis. Je m'appelle Anaïs. Moi je m'appelle Dimitri. Je m'appelle Marianne. Je m'appelle Jonathan. Je m'appelle Lilian Arrivé. Je m'appelle Elisa. Moi c'est Mehdi Lazrak. Moi c'est Elie de Baudus. Je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Nicolas. Moi c'est Tristan. Moi c'est Parfait Doki. Je m'appelle Pauline Souchon. Je m'appelle Youssef. Je m'appelle Paola et je suis dans le master marketing à HEC. Je suis à HEC parce que je sais pas trop quoi faire dans la vie. Je suis en L3 à HEC. Je suis aussi en L3 après grande école. Je suis en master management à HEC, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis en L3 et je suis au club foot. Rome grande école. Pareil, je suis en deuxième année d'HEC, donc en première année de master. Idem aussi en M1. Je suis en deuxième année à HEC. Je suis un master en marketing à HEC ici. Je suis dans le double diplôme avec Sciences Po. Tout pareil, double diplôme. Également en double diplôme. Je suis en L3. Je fais un master en management. Je suis à HEC depuis début septembre. Pareil, je suis en L3 à HEC depuis septembre. Je suis étudiant en M1 à HEC. Je fais le master en économie et finance. Je suis aussi en master économie et finance. Je suis en M2 HEC en strategic management. Je suis en L3, donc première année à HEC après 2 ans de classe préparatoire. Je suis en M2. Vous avez fait quoi comme expérience avant à HEC Paris? Est-ce que vous avez fait d'autres écoles avant? Est-ce que vous avez fait des stages? Juste que je comprenne un peu mieux qui vous êtes et ce que vous avez fait. Moi je viens de Montréal, donc j'ai fait HEC Montréal en finance et affaires internationales. Et après j'ai fait un échange avec Sciences Po Paris en finance et stratégie. Et je travaille chez Chanel en tant qu'assistante en merchandising de produits. Prépa en 2 ans. Moi j'arrive de McGill, de Canada. J'ai pas du tout étudié ça, j'ai étudié linguistics. J'ai fait 2 ans de prépa à la Canal. Je suis actuellement président de HEC Maroc et on mène plein de projets pour promouvoir la culture du Maroc sur le campus et le lien avec les entreprises notamment. Moi j'ai fait un bachelor aux Pays-Bas à Maastricht en économie et j'ai fait un stage à la BNP en asset management. Et moi j'ai fait une école d'ingé en France pendant 5 ans. Avant de faire HEC, j'ai obtenu un master en Côte d'Ivoire en banque et assurance. Là j'ai fait ma M1 à HEC, puis une année de césure et ma M2. En année de césure, j'ai taffé à Vivendi, puis au BCG. J'étais en prépa avant. Ensuite j'ai fait du coup 2 années à HEC, 3 stages en VC et en startup et du coup je suis revenu sur le campus pour la M2. J'ai fait un master en finance. Est-ce que tu as déjà eu des cours un peu de finance ou pas du tout? Je viens d'avoir là le partiel de finance, ça s'est mal passé. Oui, plusieurs. Oui, on vient d'avoir l'examen d'ailleurs il y a quelques jours. On a eu quelques-uns, par exemple Financial Economics, microéconomie ou macroéconomie, mais sinon j'ai pas eu tout ce qui est finance d'entreprise ou finance de marché. Ouais, à HEC, j'ai fait Financial Economics et maintenant Financial Market. J'ai eu des cours de finance, là on avait les partiels ce matin. J'en ai eu plusieurs, j'ai eu Financial Economics, Financial Markets et Corporate Finance. Après c'était finance assez générale. Finance de marché. Question un peu généraliste sur la finance, est-ce que vous savez ce que c'est l'inflation? C'est quand les prix ils augmentent plus rapidement que les salaires, non? Du coup il y a une différence. C'est quand il y a la hausse des prix, ce qu'on est en train un peu de vivre en ce moment. Ça c'est il y a 2 ans, ça, c'est longtemps. Ah, c'est l'augmentation des prix. C'est l'augmentation générale des prix. L'inflation c'est lié aux variations de l'IPC. L'inflation c'est quand les prix augmentent. C'est les prix qui augmentent quoi, c'est les prix généraux qui augmentent, les prix généraux qui augmentent. C'est l'augmentation durable et soutenue des prix. L'inflation c'est juste un changement de la valeur monétaire qui augmente avec le temps. L'inflation c'est les prix qui augmentent chaque année légèrement et qui sont corrélés au taux d'intérêt notamment et qui sont peut-être de 2% idéalement. L'augmentation des coûts sans l'augmentation des revenus qui est associée à ça. L'inflation c'est l'augmentation générale du niveau des prix. Je dirais l'augmentation des prix sur base de valeur monétaire, mais je suis pas sûr du tout. C'est quelque chose qu'on déteste tous, donc c'est une montée des prix par rapport à l'année précédente et qui réduit malheureusement notre capacité d'achat. Est-ce que vous les gars vous investissez déjà en bourse ou sur d'autres classes d'actifs ou pas? Non, pas du tout. Je pense que de manière générale la finance, moi c'est pas forcément ma passion. Pas du tout. Pour l'instant, non, je sais que j'ai des copains qui le font, mais moi j'ai pas encore passé le pas et je sais pas trop comment faire et donc j'ai vraiment pas encore regardé les façons de pouvoir y arriver quoi. Moi j'ai investi dans rien, non. Pas du tout, non. Non, pas du tout. Non, j'ai pas d'argent.
pour l'instant. C'est juste le manque d'argent qui t'a bloqué? Non, en vrai, j'ai un peu la flemme d'investir en ce moment. Mais je pense que quand j'aurai un salaire, j'investirai plus, non? Mais je sais pas. Moi, j'ai fait un peu sur les cryptos avec mon père au début, mais j'ai un peu lâché. C'est mon père qui fait plus que moi maintenant, quoi. Oui, j'investis chaque mois. Alors moi, je vais investir dans Vanguard, sinon je suis S&P 500. Ouais, moi je suis un peu crypto. J'ai quelques petites actions. Nvidia j'ai, sinon en crypto j'ai Gala. Le projet de Gala, c'est un truc autour des jeux vidéo, c'est un peu flou. Je la tente comme ça, un peu de loin, mais ça va le faire, je pense. Moi j'ai investi un peu parce que ça me fait marrer sur les cryptos. En bourse, non. Pareil, j'ai fait de l'investissement en crypto pendant un certain moment. Je faisais Bitcoin, Solana, Ethereum surtout. Et Dogecoin parce que ça m'amusait. Mais sinon, à part ça, non, je place mon argent, mais j'investis pas. J'investis pas trop pour moi-même. J'ai pas encore les connaissances et les compétences pour le faire. Moi j'investis un peu, ouais. J'aurais peut-être dû investir plus cette année, mais on essaye. Moi aussi un petit peu, mais juste pour m'amuser. Oui, j'ai investi en bourse, mais pas en Europe, mais en Afrique de l'Ouest. Il y a la bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, et il y a de très belles performances là-bas. Est-ce que tu sais ce que c'est un ETF? Pas trop. Non. Comme ça me dit rien, non? Non. Non. Le métaverse, les tableaux bizarres là qu'ils ont mis des millions dessus, ça passait à flopper de fou là. Moi, c'est ça aussi, je crois. C'est pas ça? Si, c'est ça. Je crois que c'est ça aussi. Ça, c'est les NFT. Non, putain. En gros, on investit sur quelque chose qui suit la même performance que le marché. Et donc, si par exemple on investit sur un ETF pétrolier, si le cours du pétrole monte, alors mécaniquement je gagne moins que si j'avais investi sur le Brent moi-même. Le ETF, pour moi, c'est un actif qui regroupe plusieurs actions en une action, je sais pas comment dire. Qui représente un marché, par exemple un ETF Asie va prendre plein d'actions asiatiques pour refléter un marché asiatique. Il peut avoir un ETF monde, Asie, Europe, un ETF sur une industrie. Les ETF ne sont pas très développés là-bas, mais oui, je vois à peu près ce que c'est, mais non, là, j'investis pas sur des ETF. Exchange Trade Fund, c'est genre quand ça... C'est des fonds qui essayent de suivre le marché, un truc comme ça? Si vous devez me citer 3 milliardaires, est-ce que vous aurez 3 noms à me donner? Jeff Bezos, Elon Musk et Bill Gates. Bernard, hein. Jeff Bezos. Et Elon. Bezos, Musk et Arnaud. Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault. Bernard Arnault. Gérard Millier. J'aurais dit Bernard Arnault aussi. Français, il y a Bernard Arnault, Xavier Niel et facile Elon Musk. Jeff Bezos, Steve Jobs. Il est mort. Ouais, mais il était milliardaire, non? Ouais, mais vivant du coup. Elon Musk, Arnaud. Musk, Bill Gates, je crois Trump est milliardaire même. Elon Musk, Bernard Arnault et MBS. J'ai travaillé à Vivendi, donc Bolloré en premier. Bernard Arnault, Xavier Niel. Jeff Bezos, celle qui gère, je crois que c'est L'Oréal, Bettencourt. Musk, Xavier Niel, j'imagine. Jeff Bezos. Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. Si tu veux me citer 3 milliardaires femmes, est-ce que t'en aurais? Ah, là, ça devient plus difficile, malheureusement. T'en donnes un, ça se trouve, ça va t'ouvrir des portes. Kim Kardashian. Non, pas du tout. C'est une très bonne question, mais j'en ai pas. Je sais pas. Bettencourt. C'est la seule qui vient aux US. Je suis même pas sûre d'en avoir deux autres. En vrai, je pense que tu les as, mode un peu réseaux sociaux, US, arménien US. Réseaux sociaux? Ouais. Ah non, je suis pas sûre. Beyoncé. Kim K. Bettencourt. La femme de Jeff Bezos, qui a divorcé. Depuis le divorce. Vu le divorce. Bettencourt. L'ex-femme de Bezos, elle est pas milliardaire, mais elle a récupéré quand même pas mal avec le divorce. Elle a pris 80 milliards. Ah ouais? Putain, d'accord, ok. Alors, Putain, elle est waouh. plus milliardaire, mais je crois que J.K. Rowling, celle qui avait fait Exact, Harry Potter, exact. avait été milliardaire. Après, industrie du divertissement, c'est... Peut-être une Jenner ou quelque chose du genre. Exact, Ouais, voilà. Kim K, Jenner. Ouais. Kim Kardashian, Kylie, j'oublie le nom. Yes, Kylie Jenner. Ah, Oprah. Ouais, Oprah, elle est sûrement milliardaire. Taylor Swift et Kylie Jenner. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais Kylie Jenner, ouais. Et une dernière. Kim Kardashian. Femme, Faut qu'on ait divorcé. j'ai la femme de... Ouais, la divorcée de Ça marche, Bezos. ça marche. Le top 10, c'est que des divorces. La divorcée de Bezos, elle est riche de ouf. Melinda Gates. Kim K. Ouais, Ah, de ouais. fou. C'est dur de dire ça. Ah, mais elle a percé, hein. Ouais, Pour toi, si t'avais investi 50 000 $ dans une action Tesla en 2013, aujourd'hui, ça ferait plus ou moins combien? 50 000 $ sur Tesla en 2013, à mon avis, en vrai, je pense que je peux peut-être plusieurs centaines de millions. Centaines de millions? En vrai, je sais pas, mais Tesla en 2013, il y avait rien, genre. En fait, je me rends pas compte, mais Tesla en 2013, on connaissait pas. Allez, vas-y, on va dire 100 millions. Je dirais un peu inférieur, mais ouais, aussi, ouais, minimum plusieurs dizaines de millions. Ok. Moi je dirais 10, ouais. 10 millions. 500. Ouais, j'allais dire entre 500 et Surtout aujourd'hui. 1 million, ouais. Ouais, 700 000, un truc comme ça. Aucune idée, j'imagine que, je sais pas si ça a pris de la valeur ou pas, mais aucune idée. J'aurais dit que ça avait pris de la valeur, genre, je sais pas, 100 000. Bah, je dirais que ça fait minimum x10 ou un truc comme ça. Donc ouais, je sais pas, peut-être 1 million, je dirais, ou un truc comme ça. C'est un x5, un truc comme ça. X4 peut-être. Fois 15. 15. Fois 15. Ouais. Il manquait un devant, ouais. Il me semblait qu'il y en on avait aurait 5. mangé. Je pense qu'ils ont fait plus de 100%. Donc si j'avais investi des 50 000 en 2013 jusqu'à maintenant, je dirais que ça vaudrait plus de 100 000 aujourd'hui. Plus. Disons 500. Ouais, quasiment. 750 000 $.
Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais à HEC Paris? Alors moi je suis Guillaume Vimet, je suis professeur associé de finance à HEC Paris depuis 9 ans. Est-ce qu'avant HEC Paris, tu avais enseigné à d'autres universités, d'autres écoles ou tu as fait que HEC Paris? J'ai enseigné principalement à HEC, j'ai fait une thèse à Sciences Po et donc pendant ma thèse j'ai enseigné à Sciences Po et dans quelques autres endroits mais principalement à HEC depuis lors. Là dans cette vidéo on va parler plutôt d'éducation financière. Toi c'est quoi ton point de vue sur le niveau d'éducation financière en France de manière un peu générale? On a beaucoup d'études qui montrent que l'éducation financière est assez mauvaise en France. La connaissance même de ce que c'est qu'une action ou une obligation est très mal maîtrisée par la plupart des gens. C'est pas quelque chose qu'on étudie particulièrement à l'école ou même ailleurs, dans les médias ou ailleurs. Et donc non, le niveau est assez bas. Selon toi, est-ce que tu penses qu'à HEC Paris, on enseigne suffisamment aux élèves comment faire pour bien gérer leur argent, bien investir? Parce que les cours que j'ai fait à moi à HEC Paris étaient plutôt théoriques, comment on gère l'argent, mais quand on travaille pour une banque ou un fonds, et d'un point de vue plutôt d'une personne, c'est des choses qu'on a un peu moins vues. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai que c'est pas le cœur du programme à HEC qui est vraiment orienté à la fois théorie académique et puis après beaucoup plus entreprise. L'aspect de finance personnelle est effectivement peu présent, même si probablement quand on comprend bien les cours, il découle un peu de ce qu'on voit en cours, mais c'est pas l'objet premier des cours effectivement. Est-ce que tu penses qu'il faudrait rajouter une petite surcouche sur ça ou c'est trop hors sujet? Ce serait plutôt des choses qu'il aurait fallu voir collège, lycée, primaire ou autre? Le rôle d'HEC, c'est vraiment de donner une compréhension assez profonde des mécanismes financiers avant même de penser à les appliquer. Et une fois qu'on les a bien compris, on peut les appliquer à l'entreprise ou dans ses décisions personnelles. Mais effectivement, je pense qu'on pourrait toujours faire un peu plus. Il y a à la fois des cours fondamentaux en finance à HEC, il y a aussi beaucoup de cours électifs, par exemple, qui pourraient être créés et qui ne le sont pas aujourd'hui par manque de personnel ou de moyens, mais qui mériteraient de l'être certainement. Et donc on a posé à pas mal d'étudiants ce que c'était un ETF, certains ont bien répondu, d'autres c'était un peu plus approximatif. Est-ce que tu pourrais nous définir simplement ce que c'est un ETF? Tout simplement, donc j'ai l'abréviation Exchange Traded Fund, donc c'est un fonds qu'on pourrait dire indiciel en français, donc qui va répliquer la performance d'un indice. Au lieu d'investir dans un portefeuille d'actions directement en votre nom, vous achetez des parts dans un fonds et ce fonds vous délivre la performance, par exemple du CAC 40, du S&P 500, etc. Et qu'est-ce que tu penses de la gestion active par rapport à la gestion passive? La théorie financière, entre guillemets, nous dit que la gestion active est un jeu à somme nulle, à savoir que certains fonds, évidemment, vont battre le marché, d'autres feront moins bien que le marché, mais il n'est pas possible que tous les fonds, une même année, battent tous le marché. Donc il y a effectivement des gérants actifs qui marchent très bien. Ceci dit, les études nous montrent que leur performance est peu durable. Souvent, les fonds qui performent bien une année, c'est pas forcément ceux qui vont performer mieux l'année d'après. À l'inverse, l'investissement passif garantit ce que fait le marché sans promesse particulière de ce point de vue-là. Après, il y a aussi des différences en termes de frais. On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fonds actifs qui surperforment le marché avant frais, mais une fois qu'on a pris en compte, pour faire simple, 2% de frais de gestion pour l'investisseur final, il n'y a pas forcément de gain net. Les frais, évidemment, sur des investissements type ETF ou passif sont généralement beaucoup moins importants. Et selon toi, pour un investisseur débutant qui souhaite se lancer, ce serait quoi les choses à faire et surtout à ne pas faire? Je pense qu'il y a des grands principes, notamment le principe de diversification. Déjà, commencer à bien comprendre ce que sont les produits. Je pense qu'une règle générale, c'est qu'un produit qu'on ne comprend pas, c'est pas un bon produit. Et c'est le cas de beaucoup de produits qui sont vendus aux particuliers à base de produits dérivés, notamment sur internet, des gens qui finalement seraient incapables d'expliquer clairement ce qu'ils achètent, et ça je pense que c'est pas bon. Ensuite évidemment essayer de diversifier au mieux. Alors on a évidemment des modèles qui nous disent comment diversifier, mais on sait que même une diversification très naïve où on investit une fraction, on va dire 1 sur n de sa richesse dans n titres financiers différents, c'est déjà mieux que rien du tout. C'est déjà même en général assez bien. Donc ça c'est des règles de base mais qui me semblent assez importantes. Et puis effectivement au fur et à mesure qu'on apprend à connaître de nouveaux produits ou de nouveaux actifs, on peut enrichir son horizon d'investissement. J'ai une question plutôt vis-à-vis de la gestion passive. On voit qu'il y a beaucoup plus d'investissements sur les ETF, les investisseurs particuliers s'y intéressent de plus en plus, que c'est assez simple, il y a peu de frais. Mais il y a certaines personnes qui disent qu'il y aurait peut-être une bulle au niveau des ETF qui fait que, comme on investit sur les ETF, c'est par exemple S&P 500, les 500 plus grosses boîtes cotées aux US qui prennent ces liquidités, pareil pour le CAC 40. Et du coup, on a une très forte concentration et la vraie valeur de ces boîtes est inférieure à la valeur du marché parce que les ETF, ça un peu augmente la valeur de ces boîtes-là. Toi, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une bulle, il y aura une bulle sur ça? C'est quoi un peu ton avis? Une entreprise qui intègre un indice, son cours va monter simplement par le simple fait que elle sera éligible par des ETF et donc il y aura une demande supplémentaire. Et aujourd'hui, les ETF, c'est aux États-Unis, j'ai les chiffres, à peu près probablement un tiers des actions détenues par des fonds ETF au sens strict, à savoir les BlackRock, Vanguard ou des fonds indiciels de manière plus générale. Donc c'est très important. Donc effectivement, l'effet sur les prix est très important. Après, est-ce que c'est une bulle? De ce point de vue-là, ça peut être une bulle, mais après, est-ce que c'est une bulle
bulle qui va cracher? Pas forcément. Dans la mesure où les flux dans les ETF continuent à être très importants, on peut penser que ça dure extrêmement longtemps. Mais effectivement, il y a un effet bien réel. Quand on rentre dans un ETF, une action gagne en valeur pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec ses fondamentaux dans l'immédiat. Après avoir posé toutes ces questions aux étudiants d'HEC Paris, on se rend compte que dans l'ensemble, le niveau d'éducation financière est quand même assez élevé. Après, dans l'ensemble, ça reste quand même pas mal de théorie. On voit que beaucoup maîtrisent la théorie, mais en pratique, ils investissent un peu moins, ils sont un peu moins à l'aise à comment construire un portefeuille et le mettre en pratique. L'éducation financière, c'est vraiment quelque chose qui devrait être vraiment enseigné à l'école, en primaire, collège ou lycée. Et on voit que même à HEC Paris, ok, on a un très bon niveau d'éducation financière, mais ça reste très théorique. Et en pratique, on a du mal à savoir comment faire pour bien investir notre argent. Et c'est cette frustration qui m'a poussé à créer e-investing. E-investing, c'est une académie qui aide les particuliers à investir en bourse de manière réfléchie et adaptée à leurs propres objectifs. On les accompagne de A à Z à définir leur stratégie. Il y a un soutien humain. On a accompagné plus d'une centaine de personnes. Et donc, si ça vous intéresse d'investir en bourse pour faire fructifier votre épargne, j'ai créé une vidéo totalement gratuite de 30 minutes où j'explique en détail comment faire pour investir et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.